L'objectif de cette vidéo est d'introduire des connaissances sur le système immunitaire et la réaction inflammatoire. Tout d'abord, il faut savoir que le système immunitaire correspond à l'ensemble des tissus, cellules et molécules qui permettent le maintien de l'intégrité de l'organisme. Habituellement, il tolère les composants de l'organisme, ici le soi, mais réagit à la perception de signaux de danger et permet de répondre à une invasion par des micro-organismes, des virus, des parasites ou même des cellules cancéreuses, tout ce qui est ici le soi modifié et le non-soi. Par l'activité de ces différents effecteurs, il réduit ou élimine le trouble à l'origine de sa mise en action et protège ainsi l'organisme des effets de l'infection sur une durée plus ou moins longue. Les organes lymphoïdes primaires, ici en jaune, produisent les cellules immunitaires et ou sont leur site de maturation. Les organes lymphoïdes secondaires, quant à eux, sont le lieu où ces cellules vont s'activer suite à différentes stimulations. Donc ici, en bleu. Chez les vertébrés, ce système correspond à un ensemble de défenses aux stratégies très différentes. On distingue l'immunité innée et l'immunité adaptative. La réaction inflammatoire est un exemple de réponse innée. Très rapidement mise en œuvre, elle est la première à intervenir lors de situations variées, atteintes de tissus, infections, cancer. Dans cette vidéo, nous allons répondre aux deux premières questions. Comment se manifeste la réaction inflammatoire et comment elle se déclenche? Les questions suivantes, son déroulement, le qualificatif d'inné et son importance au cours de l'évolution seront traitées dans différents TP. Alors, donc, tout d'abord, cette réaction inflammatoire et ses déclencheurs. Une première image d'une piqûre de moustique issue de votre manuel de SVT, où donc on voit une piqûre de moustique et son bouton caractéristique qui est en plus donc typique d'une réaction inflammatoire. Un autre exemple, ici, une lésion avec une plaie infectée. On observe que tout le long de la lésion, la blessure est rouge et également l'image avec une coloration qui correspond à la température nous permet d'observer que la zone infectée est plus chaude que la zone saine. Donc deux caractéristiques de la réaction inflammatoire, rougeur et chaleur. Comment expliquer ces deux caractéristiques? Ici, on observe la mesure du diamètre des vaisseaux sanguins en pourcentage de leur ouverture maximale. Avant une infection, elle est de 20%, et elle augmente jusqu'à plus de 80% pendant une infection. On a donc un phénomène de vasodilatation qui est ici observable sur ces deux images d'une peau infectée et d'une peau saine, la peau infectée étant à droite. Donc on parle de vasodilatation et on comprend que si au niveau de la zone infectée, l'afflux sanguin est plus important, on va avoir en conséquence une rougeur et une chaleur due à la présence de davantage de sang au niveau de la zone lésée. Alors, cette vasodilatation, elle a une autre conséquence. Ici, on compare toujours ces deux peaux saines et lésées, avec en particulier au niveau de l'épiderme et du derme, un décollement sur le site de l'infection avec une infiltration de plasma. Le plasma, c'est la partie liquide du sang dans lequel baignent les cellules sanguines. Une autre conséquence de la vasodilatation est donc une fuite de ce plasma vers la zone lésée. Et donc, nous verrons plus tard quelle est l'importance de ce phénomène. Mais donc, une conséquence au niveau des symptômes de la réaction inflammatoire, ça va être également la présence d'un gonflement au niveau de la plaie. Enfin, au moment d'une infection, on peut mesurer la concentration de certaines molécules qui augmentent dans le sang. Ici, on relève une augmentation de molécules qu'on appelle bradykinine et on mesure l'impact de cette molécule sur l'activité de neurones impliqués dans la sensation douloureuse. On remarque qu'aux mêmes concentrations de bradykinine, les neurones de la douleur sont davantage activés au niveau d'un tissu présentant une inflammation qu'au niveau du tissu sain. Par exemple, l'activation se fait dès les concentrations 10-9 mol par litre.
et elle est maximale pour une concentration de 10-6 mol par litre. Alors qu'à cette concentration, moins de 50% des fibres sont activées dans un tissu sain. Donc lors de l'infection, certaines molécules sont donc libérées et stimulent la sensation douloureuse. Nous avons là donc les 4 symptômes qui sont typiques de la réaction inflammatoire, 4 symptômes stéréotypés, toujours les mêmes, rougeur, chaleur, gonflement et douleur. Les facteurs qui peuvent déclencher cette situation sont variés. Ça peut être une lésion, une coupure, une brûlure ou des infections par des micro-organismes variés, virus, bactéries, champignons ou parasites. Mais ça peut être également la présence de cellules cancéreuses. On remarque la présence de molécules marqueurs de la réaction inflammatoire, comme ici la protéine COX-2, en cas d'existence de tumeurs dans l'organisme, de tumeurs cancéreuses. On voit ici que dans les tissus prétumorales et tumorales, on a une concentration de 150 en unités arbitraires, ce qui est plus de 3 fois plus par rapport à un tissu sain. Donc cette molécule, c'est un marqueur de la réaction inflammatoire et elle est donc bien plus présente en cas de tumeur cancéreuse. Finalement, donc, quelle que soit l'origine de la réaction inflammatoire, les mécanismes mis en jeu sont toujours les mêmes, les symptômes sont toujours les mêmes, ce sont ceux que nous venons d'écrire. Donc nous verrons lors du prochain TP une partie de ces mécanismes en étudiant les cellules impliquées ainsi que leur mode d'action.